Comment le monde nous fait-il encore rêver aujourd'hui? Bon, alors quand je me pose cette question, j'ai un réflexe plutôt introverti que pas mal doivent avoir en ce moment d'ailleurs, puisqu'un monde en crise climatique que l'on ne voit plus beaucoup par les temps qui courent, c'est vrai qu'on a un peu du mal à s'y projeter. Mais curieusement, ça ne me mine pas trop. À l'inverse, je réussis plutôt facilement à me contenter de mon quotidien. J'y mets d'ailleurs pas mal d'énergie et parmi ce qui me permet d'apprécier cette période, il y a la vie de colocation, pour sûr. Puis il y a une habitude qui est de sortir se dégourdir les jambes, généralement toute seule, où je peux écouter de la musique en casque, fumer une cigarette et surtout sortir de chez moi, car vous savez comment le temps s'allonge lorsqu'il se confine dans un même espace. Et franchement, c'est super efficace. Il suffit de 15 minutes pour se mettre à rêvasser en étant simplement guidé par ce que tu écoutes dans un quartier que tu connais ou que tu crois connaître, puis balader un peu ton regard, enfin prendre l'air quoi. En se laissant guider, on entre rapidement dans la musique et je trouve que c'est un moyen imparable pour rêver à une multitude de scénarios. Lorsque tu te laisses porter par le mouvement de la marche, si tu te revois danser dans une foule, dans des endroits connus ou à imaginer. Et c'est super agréable. Ce qui est puissant aussi dans ces rêveries, c'est un sentiment nouveau de solidarité avec ma génération. Parce que les difficultés qu'on traverse en tant qu'étudiant, c'est sûr qu'elles sont variables, mais elles ont toutes une certaine résonance et donc ça me touche. Donc voilà, pour résumer, je dirais que ce qui me fait rêver aujourd'hui, c'est de profiter d'un environnement calme, voire carrément éteint, pour mieux fantasmer sur un futur plus ou moins proche, très dansant, et qui viendrait délivrer un peu l'ensemble de ma génération. Bienvenue sur le podcast Young Performing Art Lovers. Je suis Lydie Sulmona de l'arbreapalabre.fr. Je suis Jenny Lippmann du web magazine Scénic.eu. Le podcast Young Performing Arts Lovers, c'est une capsule pour donner la parole aux jeunes artistes et jeunes créatifs sur la manière dont l'art et la culture en général les aident à mieux imaginer le monde. Le podcast Young Performing Art Lovers est le fruit d'une collaboration entre Faraway, le Festival des Arts à Reims, le réseau IPAL, le web magazine culturel Scénic.eu et l'Arbre à Palabre. Bonne écoute. Élément vital d'une société dynamique, la culture s'exprime dans la manière de raconter nos histoires, de nous divertir, de nous rappeler le passé et d'imaginer l'avenir. Ces expressions créatives sont autant de moyens pour nous aider à nous définir et à voir le monde au travers des yeux des autres. Source de plaisir, d'émerveillement, la culture offre des expériences touchantes d'un point de vue émotionnel ou intellectuel, qu'elles soient plaisantes, dérangeantes ou questionnantes. La culture, un moyen d'exprimer sa créativité, de se forger une identité propre et de renforcer, voire de préserver notre présence au monde. Alors aujourd'hui, cette question posée à des étudiants et artistes du réseau IPAL, Young Performing Arts Lovers, dans le cadre du festival Faraway, en quoi le monde vous fait-il encore rêver? Et juste avant d'entendre leur réponse, Félix Van Arat, chargé des rencontres IPAL 2021 pour la Comédie de Reims. Félix, bonjour. Peux-tu te présenter et nous dire ce qu'est le réseau IPAL? Bonsoir Lydie. Alors, donc moi je suis Félix et je m'occupe de l'organisation des rencontres, IPAL cette année. Les rencontres IPAL, en fait, c'est un événement qui est organisé par le réseau Young Performing Arts Lover, comme tu le disais. C'est un réseau qui est composé de jeunes adultes européens qui se retrouvent à Reims, mais aussi dans d'autres villes comme Madrid, Hambourg et on espère qu'il y aura aussi d'autres Madrid et Hambourg les années suivantes. Hem, c'est donc un réseau de jeunes adultes, qui se retrouvent sous la casquette de jeunes spectateurs. C'est à la fois des étudiants, des artistes, des professionnels du monde de la culture, mais qui sont là dans l'optique d'être spectateurs ensemble. Le réseau, il naît il y a environ 10 ans, en 2009, même un peu plus du coup. À mon sens, ça reste une définition que je donne moi,
mais ça naît d'une volonté de répondre à la question: «Pourquoi les jeunes adultes vont de moins en moins au théâtre?» C'est un fait et on le constate chaque année. Et en fait, ce que porte Ipal au départ, c'est cette idée que l'offre, des actions culturelles en France en tout cas, c'est, une offre qui est trop centrée sur des actions pédagogiques, et des actions, voilà, avec, les écoles du primaire au secondaire, parfois encore un peu, dans le supérieur. Souvent, on invite un professeur et sa classe et on autour de cette, venue, on peut organiser des rencontres avec les artistes. On peut aussi, comment dire? On peut faire des actions pédagogiques, mais finalement, dans cette, configuration-là, le jeune qui est encore à ce moment-là, adolescent, reste seulement spectateur de sa relation au théâtre. L'idée là avec, Ipal, au départ, c'est une expérimentation, c'est celle de prendre des jeunes qui sont sortis de ces cercles, de ces embrigadages, de cette filiation avec l'école Mhm. et de les mettre dans une position où eux deviennent acteurs de leur relation avec le théâtre. C'est-à-dire que lors des rencontres IPAL, on fait en sorte qu'ils puissent définir leur programme, les spectacles qu'ils souhaitent voir, autour desquels on met ensuite en place des ateliers de réception de spectacles qui sont organisés de manière à être la plus égalitaire possible. Et enfin, le produit de ces travaux-là est présenté aux artistes qui peuvent du coup réagir, intervenir et c'est cet échange-là qui est important. Enfin, tout Mhm. l'échange, du début jusqu'à la fin. C'est une sorte de triptyque qui définit, voilà, un peu Ipal et qu'on essaie de recréer cette année, tout dans le cadre du festival Faraway qui accueille les rencontres de Reims. Cette année, ce sera en ligne, je ne vais Oui, pas vous expliquer pourquoi, hein. ouais. Heu, on l'entendra peut-être et on l'entend déjà tous trop, mais voilà, cette année, ce sera en ligne avec, le retour de ce triptyque-là, voir ensemble, discuter ensemble et partager ensemble. Une notion d'immersion, c'est une manière d'immerger complètement, de faire en sorte que la culture aille vers ces jeunes-là, ces étudiants-là, ces jeunes artistes-là, qu'il y a une espèce de mouvement inversé. C'est un peu ça Voilà. l'idée. Mm. Et Young Performing Arts Lovers, c'est vraiment une réunion de jeunes adultes qui justement se retrouvent autour de l'objet culturel, de l'objet artistique et c'est Ouais, d'ailleurs pour ouais, ça qu'on les appelle les IPAL. ouais. Merci Félix Ipal, ou une occasion de réunir des jeunes artistes passionnés pour débattre, pour échanger, se questionner sur le rôle de la création dans la construction du monde qui nous entoure. Et à partir de ce monde, justement, euh, nous avons demandé, à propos de ce monde, à propos de ce monde, justement, nous avons demandé à Romane, Artem et Thomas, 3 étudiants du réseau IPAL, de nous en parler, hein, de ce fameux monde. Bonjour à vous 3. Peut-être pour commencer, quelques mots pour vous présenter. Alors, qui commence? Romane, c'est parti. Eh ben voilà, c'est parti. Alors du coup, moi, je suis pas étudiante. Je suis en service civique. Actuellement, je travaille pour un théâtre jeune public. Et avant, j'ai une pratique artistique. Et j'étais à la place de Félix il y a 2 ans. Voilà. D'accord. Merci, Romane. Alors Artem? moi c'est Artem, je suis étudiant à Reims en master 1 géopolitique. J'ai eu une pratique théâtrale au lycée, mais après j'ai changé de voie et je suis parti quelque chose de beaucoup plus théorique et assez éloigné de l'art finalement. Bienvenue, Artem. Thomas? Bonsoir. Moi, je suis en Master 1 de Management des institutions culturelles à Lille et j'ai eu la chance de pouvoir faire du théâtre depuis tout jeune, donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis, en coulisses, vous l'entendrez, Jenny Lipman pour le magazine Zénith, qui est là. Bonsoir, Jenny, et qui veille à ce que tout se passe bien. Bonsoir à toutes et à tous. Et donc, cette question, en quoi ce monde vous fait-il encore rêver? Vaste question, cette question. Qui a envie, comme ça, de se lancer dans la réponse? Oh, moi, je veux bien commencer.
Je pense qu'il me fait rêver dans sa force de préservation, de lutte toujours. Alors, c'est peut-être très français de dire ça, mais la force de la jeunesse, finalement, le combat perpétuel pour maintenir ce qui existe et pour continuer à faire. Ça me continue de me faire rêver puisque c'est en ça que je crois le plus, je pense. Ouais. Et quand tu dis maintenir ce qui existe, qu'est-ce que tu veux dire par là? La possibilité de penser, la possibilité d'aller voir des choses qui nous font penser et surtout la possibilité de continuer de créer. Personnellement, je pense que c'est aussi nécessaire d'avoir fermé des lieux à des moments donnés. Je pense pour autant que la création doit continuer d'une certaine manière. Je ne sais pas si j'ai la réponse à ça, de quelle manière il faut qu'elle soit encore existante, mais voilà, je pense qu'il faut pas tout couper non plus, même si Comme voilà. peut-être une opportunité, Romane, de se réinventer, c'est Oui, ça? réinventer, mais je pense en tout cas de se saisir d'autres outils Oui. pour faire d'autres choses. Je dis, encore une fois, c'est très personnel, hein, mais je crois pas forcément à la captation comme étant un moyen d'aller au spectacle, par exemple. Ça, j'y crois pas du tout. Par contre, je pense que le théâtre, en l'occurrence le théâtre, hein, doit se saisir du numérique, puisque c'est un virage qu'on n'a pas pris il y a 15 ans. Et tout le monde grogne un petit peu en disant que le théâtre doit rester ouvert. Je pense que le théâtre doit s'adapter. Sans devenir numérique, je pense qu'il faut qu'il puisse créer de nouveaux outils pour aller chercher ses spectateurs, et quitte à faire un peu de marketing, même si c'est des mots qui font peur dans la culture, mais je pense qu'il est temps de le faire un peu aussi. Ouais. C'est l'occasion, donc pour Romane, de rebattre les cartes d'une certaine manière, de se réinventer ou d'imaginer autre chose. Thomas, Artem, votre avis sur la question? Est-ce l'occasion donc de se réinventer? En tout cas, est-ce que ce moment-là, ce monde dans lequel on vit aujourd'hui, vous fait rêver parce que vous y voyez encore des opportunités? Je ne sais pas si Artem, tu voulais intervenir, mais c'est vrai que se réinventer, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire parce que ça demande des efforts et qu'on se dit que tout est déjà si bien que pourquoi vouloir tout changer et peut-être que la situation justement nous a mis face à nos propres limites et nous pousse malgré nous à nous réinventer. Et c'est vrai que quand j'ai réfléchi moi, un petit peu au thème du rêve, au départ, je me dis, bon, le rêve, c'est associé à la nuit, et je me dis, en quoi on rêve, comment on peut rêver de culture la nuit. Personnellement, quand je rêve de théâtre la nuit, c'est souvent des cauchemars d'oubli de lignes ou des grands moments de solitude sur scène, donc c'est pas forcément le mieux. Mais après, je me suis dit qu'on peut aussi rêver de jour. Et c'est vrai que je trouve que les moments en extérieur sont vraiment propices à ça, surtout maintenant qu'ils sont un peu plus rares, ce moment en extérieur où on doit un petit peu les rationner. Et je trouve qu'on fait beaucoup plus attention justement maintenant à toutes ces formes d'art dans les rues auxquelles voilà, on, des fois on passait à côté sans forcément on y jetait un coup d'œil et après on continuait parce qu'on avait justement une destination souvent. Et maintenant, on sort pour sortir et je trouve que c'est vraiment agréable de pouvoir prendre le temps justement de s'arrêter et d'admirer un petit peu toutes ces créations qu'on a dans les rues, dans les villes, des spectacles, des flash mobs, des performances sur une place, etc. C'est vraiment agréable et je trouve que justement, ça donne l'opportunité de voir ces choses-là qu'on ne voyait pas forcément avant. Une sorte de création hors les murs, se laisser surprendre par la culture et l'art d'une manière générale, au détour d'un chemin. Je trouve qu'il y a une dimension très poétique dans ce que vous partagez là, en tout cas pleine d'ondes positives et de choses positives. Artem, ton point de vue sur la question, justement? Pour ma part, c'est beaucoup plus difficile à vraiment donner un point de vue précis. On est dans une époque qui est tellement mouvante, où il y a tellement de choses qui évoluent, qui dévoluent, qu'on a tellement de choses qui se font en même temps, qu'on n'a pas vraiment
qu'il faut faire des choix déjà pour ceux qui nous intéressent au sein de la culture pour voir les spectacles. Et donc, pour parler de ce que Thomas disait, pour aller voir quelque chose dans la rue, il faut déjà prendre le temps de voir ces choses et il faut faire le choix d'aller le voir. C'est-à-dire, c'est-à-dire que comme il y a beaucoup de choses qui se fait quand il y a une profusion de choses, si on voit par exemple tout ce qui est graphe et tout ce qui est slam, tout ce qui se fait à un moment donné, ou qui n'est pas enregistré, qui est vraiment, qui existe sur un temps très court et dont on n'a pas la trace, il faut aller le voir et il faut donc s'investir là-dedans. Et quand on est dans une situation telle le Covid-19, qu'il y a énormément de choses qui arrivent, qu'il y a énormément de choses auxquelles on doit penser, auxquelles on doit se référer. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Dans une semaine ou dans un mois, est-ce que je vais pouvoir sortir? Ce type de questions, ça limite. Et donc, je ne pense pas que ce soit la vraie réponse à prendre. On ne peut pas vraiment prendre le temps dans une situation qui ne nous laisse pas le temps de prendre le temps, en quelque sorte. Et donc, Mais en même temps, dans ce que tu dis, Artem, il y a cette dimension, tu disais, on est quand même dans quelque chose de mouvant, tu vois, il y a une espèce de dualité entre ce que tu dis, cette nécessité de prendre le temps, mais en même temps, ce contexte, cet environnement qui change tout le temps et qui fait qu'on doit être en perpétuelle adaptation, tu vois, c'est peut-être essayer de trouver un équilibre entre tout ça. Un équilibre qui, à premier lieu, peut sembler paradoxal, puisque d'un côté, c'est ce que j'ai dit, c'est clairement ça, prendre ce temps, donc c'est quelque chose dans la lenteur, et de l'autre côté, on est dans la pleine vitesse. Et donc, comment pouvoir conjuguer la lenteur avec la vitesse quand généralement on le met en antagonisme, c'est compliqué. Et est-ce que ça veut dire du coup que ce monde-là, dans l'immédiat, il te laisse plus dans l'expectative que dans le songe à proprement parler? Plus dans l'expectative, oui. Le songe, ça serait plutôt un songe éveillé dans lequel on s'adonne à l'imagination, en quelque sorte. Et toute la place du rêve, ça serait laisser libre cours à son fantasme, à son imaginaire, ou à réutiliser par exemple d'autres imaginaires qui nous ont influencés et qui nous font plaisir. Cette notion du plaisir, pour faire la part entre le lent et le rapide, je pense que cette notion du plaisir, se faire plaisir peut être une bonne réponse. Et c'est dans cette profusion en fait d'imaginaire, dans cette profusion de création, qu'on peut dire qu'il y a du rêve. S'il y a tellement de personnes qui créent aujourd'hui, si on est aussi tellement dans la vitesse, est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a des gens qui rêvent, qui ont envie de laisser libre cours à leur imagination, à ceux qui fantasment, à ceux qui leur font plaisir, et qui se lancent donc dans la création? Et d'une certaine manière, ça veut aussi dire, mais là pour le coup, je vous laisse Romane et Thomas interagir librement. De ce que tu dis, l'un nourrit l'autre et en effet, l'imaginaire, le rêve, c'est important à ce fameux équilibre-là. Et donc, on voit un peu se dessiner l'importance, peut-être, c'est une question que je pose, l'importance de l'art et la culture au sens large dans ce cadre-là et dans ce contexte-là, encore plus peut-être? Pour ma part, oui, c'est l'art et la culture, bien sûr que c'est important et que son importance, elle est plausible dans les situations de crise. Je vais donner c'est-à-dire que je pense par exemple dans les situations de guerre, où les soldats sur le front vont commencer à produire des œuvres artistiques, alors que ce sont des personnes qui parfois ne sont pas du tout artistes et ne sont peut-être même pas des spectateurs. Et ou par exemple, lors de la Première Guerre mondiale, on a eu dans les tranchées la production d'œuvres totalement originales à partir de cette situation de crise, enfin de ces objets qui font la situation de crise, c'est-à-dire les obus, la mitraille, les casques. Pour moi, c'est une évidence, mais je ne sais pas ce que Thomas et Romane peuvent bien en penser. Donc, je leur laisse la parole pour répondre aussi
à cette question? Bah, pour moi, oui, mais en fait, pour moi, la culture existe de tout temps. Elle n'a pas, une temporalité plus fonction d'un événement. Pour moi, elle est partout, tout le temps. Après, c'est sans doute aussi parce que je baigne dedans que je dis ça. Donc, c'est clair que je ne suis pas dans un milieu là où je suis privée de culture, puisque je tourne, j'ai des livres, il y a des choses partout, en fait. La culture est partout chez moi. Je sais que ce n'est pas le cas chez tout le monde, mais ça, c'est après le propre du microcosme culturel, de ne pas se répandre partout. Donc, c'est peut-être ça le problème. Je pense que c'est plus à ça qu'il faut répondre qu'au fait de savoir à quel moment elle est plus présente. En fait, je pense que là, la Mais situation peut-être, actuelle, elle révèle... sans vouloir t'interrompre, Oui, vas-y. Romane, peut-être que dans ces situations-là où les choses sont relativement plus ambiguës, peut-être qu'elle est d'autant plus nécessaire, et ça me permet de rebondir sur cette notion, sur ce non essentiel, ce fameux non essentiel qu'on traîne tel un boulet depuis des mois, s'agissant de culture et d'art au sens large. Peut-être qu'on peut considérer que dans des temps d'instabilité, comme ceux que nous sommes en train de vivre en ce moment, elle a encore plus de sens et elle doit encore prendre plus sa place justement pour, comme disait Artem, nourrir encore plus l'imaginaire et nous permettre en quelque sorte de maintenir le lien. Oui, c'est sûr, mais oui, non, mais oui, c'est sûr. C'est juste que, enfin, pour le coup, la question, en fait, c'est juste que je suis un petit peu mitigée sur cette notion de non essentiel parce qu'en effet, ça me heurte et moi aussi, j'ai ma bannière en photo de profil avec écrit non essentiel, évidemment. Mais je trouve que ça soulève un truc plus profond que ça, le fait qu'on dénomine la culture comme étant non essentielle. Et j'invite à aller voir la vidéo de Ronan au théâtre qui parle qui dit personne ne va au théâtre et sa miniature, c'est tout le monde s'en tape. Et quand on regarde les chiffres, en effet, c'est vrai, tout le monde s'en tape, quoi. Enfin, donc, et je trouve qu'en fait, encore une fois, je pense que c'est propice à juste repositionner notre position, justement, de savoir en tant qu'acteur culturel et en tant que spectateur, d'où je parle, d'où je regarde. Et en fait, même en tant que spectateur, on est dans un entre-soi inévitable. Au moment de crise, ils me font me poser la question de me dire, OK, d'accord, nos salles, elles sont fermées, mais elles sont fermées à qui? Pourquoi faire? Et en fait, à qui on destine ce qu'on est en train de faire? Et moi, c'est plus ça qui m'interroge aujourd'hui que de savoir si oui ou non on existe. Parce que oui, on existe. Mais la question, c'est pour qui? Pourquoi on fait de la culture en France, quoi? Bon, après, c'est sûr que c'est très vaste comme question, mais voilà. Si je peux intervenir, ce qui m'a beaucoup interloqué dans le non essentiel, c'est comme tu dis, Romane, c'est qu'en fait, finalement, dans le temps normal, finalement, peu vont au théâtre et ça reste quand même une pratique, de niche et en même temps qui est bien sûr, conditionnée à plein de principes sociaux et qui est très déterminée comme pratique. Et finalement, c'est quand, peut-être que c'est français aussi, mais c'est quand le gouvernement a décidé que ce serait non essentiel, qu'on a commencé à entendre aussi des paroles qui disaient: «Si, si, on existe et on est essentiel» et aussi des paroles qui venaient d'un peu partout, pas forcément seulement des milieux qui vont au théâtre. Et en fait, je réagis parce que j'entendais des étudiants, qui soulignaient aussi l'importance dans leur vie sociale d'avoir des lieux de culture, pas forcément les théâtres, mais des lieux de culture en général et qu'en fait, certes, ils pouvaient, encore suivre leurs cours, certes, ils pouvaient encore étudier dans des conditions qui sont, bien sûr, catastrophiques et on le voit aujourd'hui, mais ce qu'ils demandaient aussi, c'était des lieux de sociabilité et si on ne rouvrait pas, les écoles, comment on les autorise à aller au musée? Comment on les autorise juste à voir autre chose? Et j'ai l'impression que c'est aussi une manière pour le théâtre de retrouver du sens, de se dire: «Si, on est essentiel parce que, en fait, on est aussi des lieux de vie». C'est tout simplement. Oui, parce que je pense que je me permets, il faut pas oublier que, enfin, ce qui fait la magie d'un spectacle, c'est que 500, 700, 800 personnes se réunissent à tout âge, à toute génération et écoutent une histoire pendant 1 heure et demie. C'est quelque chose de fabuleuse, mais le problème, c'est que de plus en plus de gens n'y vont pas, ou peut-être ils sont jamais allés. Et la question, c'est que je trouve que, Félix, tu l'as dit tout à l'heure, d'être spectateur de sa relation au théâtre, c'est quelque chose de très, très crucial. Et la question de comment est-ce qu'on emmène les gens au théâtre et comment est-ce qu'on fait que ça joue un rôle. Et Romain, tu disais que tu fais un service civique au théâtre jeune public.
Donc, tu es avec des très jeunes acteurs, des très jeunes spectateurs. Ouais. Comment est-ce que toi, justement, tu vois, parce que dans les yeux des enfants, tu vois la magie, tu vois comment ils réagissent. C'est les meilleurs spectateurs du monde. Ouais, puis même, j'ai été avant comédienne jeune public pendant 2 ans. Donc, j'ai un peu ce rapport aux enfants qui est particulier. Mais c'est très intéressant parce qu'en effet, on est généralement sur le seul moment de l'année où ils vont voir un spectacle, ce qui est quand même très très triste. Mais en même temps, c'est sublime, il se passe quelque chose et en même temps, on est tous un petit peu à la recherche de allons créer l'étincelle, au moins dans les yeux d'un enfant qui peut-être va s'inscrire dans le cours de théâtre après, qui va continuer, qui va faire comme nous. Et c'est super de vouloir créer ce moment-là, mais bon, après là, c'est très propre aussi à l'endroit où je travaille en ce moment, puisque je suis dans une zone aussi qui est plus rurale. Je travaille à l'échelle de la région. Et en fait, on se rend compte que le lien n'existe pas. Et c'est ça qui est problématique. Bon, après, je m'écarte un peu du sujet, mais c'est vrai que dans un moment actuel, si on ne peut pas représenter de théâtre et qu'on ne peut pas aller dans les bibliothèques ou qu'il n'y a pas de bibliothèque et qu'on ne peut rien faire, il ne nous reste que l'éducation artistique et culturelle. En fait, on a de la chance avec le contexte, en fait, c'est que le jeune public continue globalement. Ce n'est pas le cas dans toutes les régions, ça dépend des préfectures évidemment, mais globalement, ça peut quand même continuer puisque on se rend directement dans les écoles. Généralement, on n'a pas forcément besoin d'avoir une salle de spectacle où les enfants se déplacent. C'est plutôt le spectacle qui vient aux enfants. Donc, ça évite le brassage et ça permet évidemment de maintenir des conditions de spectacle, voire d'ateliers aussi parfois en parallèle. Du coup, c'est quand même une grande richesse dans la période actuelle de pouvoir maintenir au moins une partie des spectacles. Après, oui, c'est sûr que c'est plus délicat quand... moi, ça m'est arrivé de faire des ateliers avec des auteurs en Zoom, avec des enfants au fond de la classe qui lisent un texte derrière un masque. C'est vrai que ça complique un petit peu le rapport, mais on fait des choses. Et même si c'est plus compliqué, que c'est un peu plus délicat, pour moi, on n'est quand même pas en situation de guerre et justement, on est en train de créer des choses quand même. Même si c'est compliqué, c'est comment on s'arrange avec ce qu'on est en train de faire. Et finalement, quand on écrit des textes en ce moment, je travaille sur le rêve justement, avec 4 classes. Et ça part de situations assez banales et quotidiennes et ils doivent créer des personnages. Et en fait, ils créent des choses qui débordent, qui partent parfois du contexte actuel, mais ils en font plein de choses. En fait, je trouve ça super et ça donne beaucoup d'espoir de voir ça. Après, moi, je ne suis pas du tout désespérée. Du coup, ça va très bien, mais c'est vrai que Mais c'est du toujours coup, beau à voir. ton exemple là, Romane, illustre bien le propos, je trouve, dans la manière dont l'art permet ou peut aider ou peut contribuer à faire en sorte de mieux comprendre le monde pour mieux le construire peut-être. Et ça passe en effet par la sensibilisation auprès des jeunes publics, ça passe en effet par l'accompagnement auprès de jeunes publics. Thomas, ton regard là-dessus, C'est vrai que sur je suis la assez manière d'accord. dont l'art peut permettre de mieux comprendre le monde. Je suis assez d'accord avec Roman sur l'idée de sociabilité à travers l'art. Je viens aussi de la campagne, si je puis dire. Et on avait, en fait, notre seul établissement culturel de la commune, c'était un théâtre. Enfin, c'est toujours un théâtre d'ailleurs. Et c'est vrai que maintenant, on se rend compte en fait que maintenant que ce théâtre ne peut plus être utilisé pour, bon, il y avait quelques représentations par an, mais finalement c'était le lieu où on savait qu'on allait retrouver tout le monde et on savait que parce que c'est pas des personnes qu'on peut croiser dans la rue puisqu'il n'y a pas forcément cette idée de centre-ville, etc. C'est vraiment des maisons, enfin des villages, etc. Et le théâtre était un petit peu le point de voilà, de rassemblement de tous ces habitants. Et pour revenir aussi sur ce que disait un peu Félix, c'est que maintenant qu'on n'y a plus accès, finalement, ce qu'on considérait comme acquis nous est retiré, c'est là qu'on se rend compte de l'importance de la chose. C'est peut-être pas plus important qu'avant, mais au moins on prend conscience de l'importance que ça avait jusque-là. Et je pense que c'est assez touchant justement de voir que les gens en prennent conscience de ça et commencent à se dire que oui, laisser leurs enfants, enfin que les enfants enfermés chez eux, c'est vraiment voilà, c'est vraiment pas l'idéal, que leur imagination en prend un coup puisque finalement c'est toutes ces choses qu'ils ne peuvent pas faire à l'extérieur et c'est toutes
ces choses qu'ils ne peuvent pas créer et imaginer à travers l'art. Et c'est vrai que voilà, c'est extrêmement dommage et c'est bien que les écoles puissent encore accueillir des troupes justement pour continuer à maintenir ce lien entre enfants et art, puisque finalement maintenant c'est ce qu'on disait, c'est pas les enfants qui vont pouvoir aller à l'art, mais c'est l'art qui doit se déplacer maintenant. Ouais, je trouve que c'est une belle façon de conclure. C'est maintenant à l'art de jouer, avis aux acteurs du secteur. C'est à vous de jouer, nous disent Thomas, Roman, Artem, Félix. C'est à vous de jouer des choses très positives et, enfin, qui ont été partagées dans cette nécessité, en effet, de s'adapter, dans cette nécessité d'envisager peut-être différemment hors les murs, disait Thomas tout à l'heure, ou encore Artem qui est plus dans cette optique de faire des choix, d'accepter que les choses évoluent, de se laisser surprendre. J'ai trouvé que d'une manière générale, vous aviez plutôt un regard très positif sur l'avenir et sur les enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui s'agissant d'art et de culture. Il faut. Ah oui, il faut. Oui, il faut. Non, puis sinon, on ferait pas ça aussi. Il y a ça, c'est sûr. Merci à vous pour ce temps d'échange et de partage. Donc l'art, la culture, un réel rôle à jouer dans notre manière et notre capacité à encore faire rêver. Continuons donc à rêver. Merci beaucoup à tous pour ce temps d'échange. Merci. Un grand merci. Merci. Un grand merci. Merci. Le podcast Young Performing Art Lovers continue. Écoutons les témoignages de quelques membres du réseau IPAL. Semplicità. Parola chiave per sognare in un mondo ormai fagocitato da velocità e complessità. Un ossimoro forse, ma ciò che mi fa sognare è la semplicità di piccole e grandi cose. La meraviglia di un cielo terso, il profumo della prima estate, il pigolare dei passerotti. Sogni in grande, mi dicevano, ma ho avuto la fortuna di imparare a sognare grazie alla semplicità e naturalezza di gesti e parole di chi ancora ha il desiderio di costruire amicizie profonde, di vivere la vita con lentezza, assaporando il sogno che la vita è già di suo, senza bisogno di nient'altro. Un cielo blu, un ti amo sussurrato, una tazza fumante di tè. È questo il mondo che ancora me fait sognare. Comment le monde me fait-il encore rêver? Difficile de répondre à cette question dans la période que nous traversons. Depuis que je suis née, le discours dominant condamne le monde et nous condamne par la même occasion. Comment rêver si on ne peut plus se projeter dans le futur? Comment le monde peut-il encore me faire rêver quand il semble n'être plus qu'une grande coquille vide qui risque de s'effondrer à tout instant? Trop consciente de tout cela, je pense avoir développé un automatisme de défense, un repli sur moi-même et sur mon imagination, la seule qui me permette encore d'accéder au beau. Par elle, je me représente un monde, celui qu'on m'a raconté, celui qui était avant. Je vois la nature, je vois l'équilibre et sa coexistence avec nous. Mais ce monde, s'il est aujourd'hui en danger, n'a pas disparu. Et c'est parce qu'il me touche, tous les jours, au détour d'un rayon de soleil, en sentant le vent dans mes cheveux, en touchant un arbre, en caressant un chien, en parlant d'amour, en croisant un regard, que le monde continue de me faire rêver. Par mes perceptions, il résonne dans mon corps et il me rattache à tout ce qu'il a de beau. C'est parce qu'il est encore capable de me rappeler, par la moindre des petites stimulations, tout ce qu'il nous offre, que le monde continue à me faire rêver. Alors bien sûr, je ne perds pas espoir. Aujourd'hui, je dirais d'ailleurs que mon rêve ne peut être séparé du monde. Il le concerne directement et il lui est intrinsèquement lié. Puisque c'est à notre génération de tout recommencer, les possibilités d'utiliser cet imaginaire sont infinies. Et c'est, je pense, ce qui me fait encore rêver. Buenos días a todos. Sinceramente creo que, sin lugar a duda, la esperanza durante la pandemia, la crisis sanitaria mundial, es una de las formas en la que el mundo me hace soñar. Ya sea en las proyecciones de cine en las calles o paredes de Italia, o en el trabajo de los médicos de urgencia con la pandemia. Personalmente creo que esta situación mundial nos ha llevado a soñar en conjunto. Personalmente esto se refleja en el lazo familiar que tengo yo, en el cual se afianza y toma una inigualable forma
llena de fortaleza, confianza y afinidad. Creo que hoy más que nunca soñar es crucial para nuestra sobrevivencia como humanidad, y por más que suene como algún tipo de hipérbole, creo que es sinceramente esencial, ya que el mundo en el que vivimos está plagado de obstáculos que creo que en conjunto lo podemos sobrellevar. Y definitivamente el mundo y nuestro compañerismo nos enseñará a soñar y a afianzarnos como une espèce humaine. Le monde ne me fait pas encore rêver, comme s'il n'y avait plus que du mauvais. Non, le monde me fait rêver tout simplement. Le monde nous offre tellement de choses. On peut s'émerveiller de tout, du chant d'un oiseau, des vagues de l'océan, de la neige qui tombe du ciel, des étoiles qui sont à des milliers de kilomètres et dont la lumière nous parvient malgré tout, de la capacité de certains à nous faire rire ou à nous émouvoir aux larmes, ou du simple fait de prendre conscience que nous sommes en vie. Il faut profiter de notre chance, découvrir le monde, explorer les majestueuses forêts dont notre planète regorge, s'aventurer dans les déserts qui s'étendent à perte de vue, fondre devant d'impressionnants glaciers, observer une aurore boréale, admirer les monuments grandioses que l'humanité a érigés. Tout ça, ça fait rêver. Il y a tant à apprendre et à découvrir, tant de lieux, tant de personnes aussi. Nous sommes tous différents, tous intéressants, tous uniques. C'est ça qui est beau. Je travaille dans une école et j'aime bien imaginer ce que les enfants pourraient devenir. Et c'est compliqué, parce qu'ils pourraient devenir n'importe quoi, n'importe qui. Rien n'est défini à l'avance, et c'est ce champ des possibles qui est stupéfiant. Chacun peut réserver de belles surprises. C'est pour ça que je pense qu'il est important de rencontrer de nouvelles personnes, de divers horizons. Et c'est ce que je suis venue chercher dans le réseau WIPAL. Mais WIPAL, ce n'est pas seulement des gens, c'est aussi des spectacles qui nous ouvrent à d'autres cultures, à d'autres points de vue. Ça aussi, je pense que c'est très important. L'art nous montre que le monde est magnifique. C'est vrai, tout semble possible. Et c'est pour ça que le monde est comme un rêve. Il peut se passer n'importe quoi, n'importe quand. Et comme le chantait si bien Nina Simone, It's a new day, it's a new dawn, it's a new life, and I'm feeling good. Ta-da, 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 da-da, da.